Rebonjour à tous, merci de venir nous écouter pour cette deuxième discussion de l'après-midi, ce recto verso sur la mixité, les mixités, mirage ou ligne de mire. Pour ce débat, j'ai à mes côtés Pierre Gilbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Paris 8. Et puis votre dernier ouvrage s'appelle « Défaire le mythe du ghetto ». On en parlera forcément dans cette discussion. À vos côtés, Mohamed Niabali, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de la commune de l'Île-Saint-Denis, qui, comme son nom l'indique, est une île dans le département de la Seine-Saint-Denis. Pour cette discussion, à nouveau, vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse nef@enru.fr. N'hésitez pas, je tâcherai de me faire le relais de vos questions pendant cette discussion. Alors, la mixité, les mixités, mirage ou ligne de mire, deux belles images pour une question complexe. Au commencement du renouvellement urbain, il y a la mixité sociale. C'est l'un des piliers fondateurs de la politique menée depuis plus de 20 ans. En affichant cet objectif, on souhaite réduire les inégalités sociales et spatiales, améliorer la cohésion sociale, agir positivement sur les trajectoires de vie des individus. Et pourtant, la mixité sociale ne cesse d'être questionnée, voire contestée. Est-ce qu'elle a vraiment progressé dans les quartiers populaires? Quels sont les bénéfices réels pour les habitants et les territoires? Au cœur de ce débat, finalement, faut-il renoncer à l'une des pierres angulaires du renouvellement urbain ou bien peut-être trouver, inventer une nouvelle formule? C'est donc parti pour 45 minutes et on va commencer avec Pierre Gilbert pour une vue d'ensemble pour commencer. Quand on cherche à mesurer cette mixité socio-territoriale depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui apparaît? Alors, oui, on m'entend. Merci pour l'invitation et puis je suis ravi d'avoir cette discussion sur une question qui est effectivement au cœur des politiques de rénovation urbaine qui ont été fondées autour d'un seul mot d'ordre de casser les ghettos. Donc cette idée selon laquelle les quartiers populaires, les cités seraient devenus des ghettos, que le problème principal serait un problème de peuplement et donc que la solution serait la mixité sociale. Alors, la question, il y a un grand nombre d'études maintenant depuis une vingtaine d'années et un peu plus qui permettent de mesurer la ségrégation socio-économique de classe, mais aussi raciale dans les cités HLM, et qui permettent de voir l'évolution et de faire un peu le bilan, et un bilan un peu plus, voire beaucoup plus nuancé que cette idée de ghetto. Donc il y a de la ségrégation, les enquêtes sur notamment la discrimination, les discriminations raciales et la ségrégation raciale montrent qu'il y a de la ségrégation raciale, mais aussi de la ségrégation socio-économique dans ces quartiers, mais que celle-ci n'est pas aussi extrême que le modèle du ghetto, le modèle qu'on a en tête, le modèle des ghettos noirs des États-Unis, avec une ségrégation radicale où tous les noirs des métropoles sont enfermés dans les mêmes quartiers. La situation est beaucoup plus contrastée. Dans les QPV, par exemple, un quart de la population se situe au-dessus de la médiane des revenus. La majorité de la population en âge de travailler exerce un emploi formel. Donc les choses sont plus nuancées que cette idée-là. Il y a malgré tout de la ségrégation. Le problème, c'est qu'on regarde souvent la ségrégation de manière statique. Et on compare la situation des quartiers à différentes dates données sans se donner les moyens de suivre ce que deviennent les habitants. Et donc il y a un certain nombre de travaux depuis quelques années qui permettent de faire ce suivi et qui montrent un résultat extrêmement important, c'est que dans ces quartiers, la mobilité résidentielle est extrêmement forte. Ces quartiers, comme à l'origine en fait, de la construction des grands ensembles, sont des quartiers de mobilité, sont pour une partie de la population des quartiers qui constitue l'aboutissement en fait, d'une trajectoire résidentielle, et c'est de plus en plus le cas, après des situations de grande précarité, le passage par la rue ou par des situations précaires dans le parc privé. Et puis ce sont des quartiers qui, pour une partie de la population, servent de tremplin dans des trajectoires d'ascension sociale. Alors ce tremplin, c'est un tremplin dont la planche est un peu savonnée, parce qu'il y a des discriminations raciales, il y a des difficultés à quitter ces quartiers, et ces difficultés sont de plus en plus grandes depuis le début du siècle, en lien avec la crise du logement. Donc on a un contexte d'explosion des prix de l'immobilier, on a un contexte où aussi depuis maintenant une dizaine d'années, on assiste à un désengagement de l'État dans le financement du logement social, qui limite en fait les possibilités de se loger, de trouver des solutions un peu partout dans les agglomérations. Et donc on a une situation qui s'aggrave. Un des indicateurs de cette aggravation, c'est le surpeuplement.
à partir du milieu du XXe siècle, on observe une tendance lourde à la réduction du surpeuplement dans l'ensemble des logements en France. Cette situation d'amélioration de progrès social, elle a connu un frein à partir du début du siècle. Dans l'ensemble des logements en France et dans les quartiers populaires, le surpeuplement a augmenté depuis une vingtaine d'années. Et on sait, il y a un certain nombre d'enquêtes sociologiques qui montrent combien le surpeuplement produit des effets négatifs, notamment sur l'entrée des jeunes dans les bandes et dans des carrières délinquantes. Donc de ce point de vue, on a une dégradation de la situation et on en arrive du coup à la question de ce qu'a produit l'ANRU de ce point de vue depuis une vingtaine d'années. De ce point de vue, donc l'ANRU, évidemment, le bilan il est très contrasté. Il y a un grand nombre d'améliorations via les réhabilitations, via les constructions neuves, mais il y a aussi près de 200 000 logements qui ont été démolis. 200 000 logements dont les niveaux de loyer pour le parc HLM, hein, vous le savez, ici, sont des niveaux très bas, beaucoup plus bas que les logements neufs, et des loyers dont l'évolution aussi des loyers était jusque-là contrôlée. Donc on s'est privé, autrement dit, de 200 000 logements à bas coût dans un contexte d'explosion de la crise du logement. Autrement dit, on a privilégié un objectif de mixité sociale au détriment d'un autre objectif qui est celui du droit au logement. Or, la crise du logement a explosé, le nombre de personnes vivant à la rue, vivant en camping à l'année, dans des situations de logement très précaires. Les bidonvilles sont réapparus depuis aussi une trentaine d'années. Dans ce contexte, on peut quand même s'interroger sur l'intérêt de continuer à démolir des logements dans les quartiers populaires aujourd'hui. Merci pour cette première vision d'ensemble où on voit la complexité effectivement de la mesure de cette mixité et de tout ce qu'il a fait. Mohamed Niabali, vous êtes le maire d'une commune de 7000 habitants où il y a 60% de logements sociaux en plein programme de renouvellement urbain. La mixité sociale, est-ce que vous la désirez pour votre commune et si oui, quelle mixité vous souhaitez ? Et comment vous la fabriquez? On va commencer... Alors, je vais réactualiser un peu les chiffres, parce que c'est nous, ça bouge tellement vite que maintenant, on est 8700 habitants. On est toujours 85 nationalités, ça n'a pas bougé. En 2013, on était à 70% de taux de logements sociaux, et on est aujourd'hui à 50%, donc moins 20 points, en gardant le même volume, même en augmentant un petit peu le même volume de logement social. Voilà. Et donc, du coup, ça renvoie à plusieurs réalités qui peuvent être des exemples concrets de ce que tu viens de dire, que je partage totalement d'un point de vue macro sur la question de la crise du logement, et ensuite qu'on vit peut-être différemment d'un point de vue micro sur la réalité des gens. Ça fait 10 ans que je travaille sur un projet en rue dans le quartier sud de l'île Saint-Denis, où en gros on a réussi à avoir un ANRU national sur un tout petit périmètre sur 650 logements à l'île Saint-Denis. C'est très restreint et on partait d'un objectif qui était zéro démolition, avec cette philosophie-là de la crise du logement, garder des logements les plus accessibles possibles. Et on s'est rendu compte que sur l'une des cités, qu'on appelait les 3 seringues, c'était 3 grandes tours, 100 logements par tour, on était rentré dans un processus de non-retour. C'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à reloger des personnes dans ces 3 tours hors d'ALO, parce que c'était devenu tellement violent en termes de vie du quotidien, que ceux qui venaient vivre dans ces tours, c'était ceux qui n'avaient pas le choix. Et on voyait bien le processus qui se mettait en place, et en 10 ans, ça se voyait visuellement, où totalement les bâtiments commençaient à devenir de plus en plus, je dirais, vieillots, au même titre que la réalité sociodémographique de ce quartier. J'ai fait plus d'une trentaine de réunions publiques en 2 ans. On a fini par faire une consultation. On fait un choix collectif. On part de, on va détruire une tour. Ah, on va détruire 2 tours. Et finalement, on va détruire les 3 tours. Et avec cette ambivalence, ce doute sur est-ce qu'on n'est pas en train de faire une connerie. Et mon sujet de fond était de dire c'est aussi pas possible de laisser les gens vivre dans cette situation. Je suis parti vraiment d'une approche micro en disant là, c'est quand même compliqué et tu as raison, on ne gère pas des stocks
on gère des flux. Demain, ça sera pire. Et aujourd'hui, nos politiques publiques régaliennes et municipales n'arrivent pas à inverser la courbe. Et donc pour moi, l'ANRU et la vision de l'ANRU rentrent en compte de manière très concrète à partir de ce moment-là. Et donc on fait ce choix de démolir ces 3 tours et de reconstruire un projet moins dense où on pose les jalons de la mixité sociale avec 30% de logements sociaux, 10% de bail réel solidaire ou de PSLA et 60% d'accession libre. Et donc du coup, c'est le choix qu'on fait sur Marcel Paul. Et en parallèle de cette réflexion sur ce QPV, on a un autre sujet, une ville en pleine transformation, avec des friches qui se transforment grâce à un écoquartier fluvial qui accueille une partie du village des athlètes, les grands transports en commun qui arrivent avec la Société du Grand Paris, et on rentre dans un autre mécanisme de gentrification. Et donc on doit à la fois traiter la question de la mixité sociale et à la fois la question de la gentrification. On se dit très bien, notre fil conducteur, c'est plutôt la qualité du lien social et la cohésion sociale. Je vous arrête parce qu'on va pouvoir prendre le temps de détailler chacun des points, mais vous, la mixité sociale que vous désirez, j'entends que vous la souhaitez, c'est quoi? C'est faire venir des gens de l'extérieur dans le quartier, c'est permettre à ceux qui réussissent de rester. Comment vous l'animez, cette mixité sociale? C'est très intéressant. Dans les nouveaux quartiers, aujourd'hui, dans les nouveaux quartiers, je coupe les bâtiments en deux. Je fais une cage sociale, une cage privée, où je suis dans une logique de permettre aux habitants historiques de vivre dans des nouveaux quartiers à des prix raisonnables et accueillir des nouveaux habitants. J'assume cette logique-là en disant une mixité sociale comme outil de développement territorial. Et dans les quartiers historiques, j'ai à peu près la même logique en inversant les ratios. Et donc, derrière la question de la mixité sociale, en réalité, ce n'est pas mon sujet premier. Mon sujet premier, ça reste, ma boussole, c'est la cohésion sociale. Et je considère que la mixité sociale me permet, enfin, pour vous donner un peu le ratio, je pense beaucoup modèles sociaux, démographiques, socio-économiques. Aujourd'hui, j'ai un peu moins de la moitié de ma population qui paye des impôts. Voilà. Pour répondre à un bien commun. Et donc, j'ai toute une stratégie de mixité sociale qui permet d'améliorer le bien commun de tous. Okay. C'est un peu ça, la philosophie de base. Super, sur la philosophie, effectivement. Je reviens vers le sociologue pour faire un point sur ce que dit la sociologie, finalement, de cette mixité sociale. Quand elle n'est pas là, est-ce que c'est forcément mauvais pour les habitants, pour les territoires? Et quand elle est là, cette mixité, est-ce qu'elle améliore vraiment les trajectoires individuelles et la vie sur ces territoires? Oui, alors c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre académique, cette question des effets de la mixité sur les destins sociaux. Est-ce que une question qu'on se pose en général, c'est est-ce que pour quelqu'un qui a telle propriété sociale, par exemple un enfant d'immigrés, d'ouvriers, est-ce que le fait de grandir dans tel quartier produit des effets spécifiques sur ses chances de réussite scolaire, d'accès à l'emploi, etc., d'accumulation de patrimoine immobilier, etc. De ce point de vue, donc, il y a un très grand nombre de travaux et ils ne sont pas tous convergents. Et en fait, on peut distinguer 2 grands domaines. Il y en a un pour lesquels il y a une convergence assez rare en fait, en sciences sociales, parce que souvent on n'est pas d'accord entre nous. Là, il y en a un pour lequel il y a une grande convergence des résultats, c'est à l'école. À l'école, il n'y a aucun doute, la mixité sociale produit des effets positifs. Donc ça permet d'élever le niveau moyen, le niveau scolaire, d'une part, et d'autre part, ça bénéficie en fait aux enfants des classes populaires et aux enfants des minorités racisées. Donc à l'école, il n'y a aucun doute sur les effets positifs de la mixité sociale. Entre parenthèses, la réforme dite des groupes de besoins passée à la rentrée de septembre au collège, qui sépare en fait les élèves en fonction de leur niveau scolaire dans des groupes séparés, est anti-scientifique, parce qu'elle recrée en fait de la ségrégation. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est un élément important. Le système scolaire français est très ségrégatif en raison de la ségrégation résidentielle, mais surtout en fait, et de plus en plus, en raison de la ségrégation dans les écoles privées. Problème auquel on ne s'attaque pas. Donc, si on veut en fait s'appuyer sur les connaissances scientifiques et s'appuyer sur les effets positifs de la mixité, c'est à l'école et en particulier en intégrant l'école privée sous contrat, donc payée par nos impôts, dans le cadre de ces politiques de mixité.
En revanche, sur ce qu'on appelle les effets de quartier, les choses sont beaucoup plus complexes et les collègues en France, à l'international, ne sont pas d'accord en fait. Sont pas d'accord et il n'y a pas de vraie démonstration du fait qu'il y aurait des effets de quartier négatifs, que pour cet enfant d'ouvrier, enfant d'immigré, le fait de vivre dans un quartier ségrégé produirait systématiquement des effets positifs. Il y a tout un tas d'hypothèses qui sont proposées, qui sont testées et qui ne sont pas démontrées. La seule chose sur laquelle on arrive à avoir une démonstration qui met tout le monde d'accord, c'est sur les discriminations territoriales dans l'accès à l'emploi. Dans l'accès à l'emploi, par exemple, si vous résidez en Seine-Saint-Denis, vous avez 3 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche que si vous résidez ailleurs, dans une adresse privilégiée d'Île-de-France. Mais ce n'est pas lié au manque de mixité sociale, c'est pas du tout lié à la mixité sociale. Donc il y a tout un tas d'hypothèses. Par exemple, il y a l'idée qu'il y aurait des formes de modèles sociaux dans le voisinage qui seraient négatifs et qui ne donneraient pas envie de travailler, qu'il y aurait une forme de dépendance, d'accoutumance aux aides sociales. Tout ça, en fait, donc sur le modèle de l'assistanat, tout ça, c'est pas du tout démontré par les enquêtes sociologiques. Donc, autrement dit, le présupposé sur lequel est fondée la politique de rénovation urbaine, il est très fragile scientifiquement. Il n'y a pas du tout d'accord sur le fait que la mixité résidentielle produirait systématiquement des effets négatifs, positifs ou négatifs. Donc, on a conduit cette politique de rénovation urbaine en transformant largement l'habitat de ces quartiers et en se privant d'un grand nombre de logements à bas coût au détriment du droit au logement. Donc c'est ici un résultat important des recherches qu'il faudrait davantage prendre en compte. Le problème, c'est qu'en fait, c'est la manière dont on conçoit les difficultés sociales de la population dans les cités. On s'est mis d'accord sur ce diagnostic un peu flou, selon lequel il y aurait des ghettos. En fait, quand on parle de ghetto ou quand on parle de mixité sociale, on définit jamais très précisément en fait, les termes, ce qui permet de mettre d'accord des gens qui en fait pensent pas la même chose. Et tout ça permet de conduire cette politique autour d'une idée que le problème serait un problème de peuplement. Le problème, ce serait la concentration de pauvres, la concentration d'immigrés, de minorités raciales dans ces quartiers. Et ça ne permet pas de traiter certains problèmes qui sont des problèmes majeurs, notamment pour les quartiers populaires, et qui renvoient plutôt aux inégalités économiques dans la sphère productive, ou par exemple, et je pense que là ça va renvoyer au cas du quartier Marcel Paul à l'île Saint-Denis, qui est un cas peut-être qui n'est pas représentatif de la grande majorité des quartiers populaires en réalité, dans lequel le trafic de drogue avait une emprise extrêmement forte en fait, sur ce quartier. Donc ici, comme solution au problème du crime organisé autour de la drogue, on trouve comme solution la démolition. Mais donc c'est une solution qui ne répond pas au problème de la question des drogues en France. En France, on a une politique des drogues qui est extrêmement répressive, parmi les plus répressives en Europe et dans le monde. Or, la consommation de stupéfiants est énorme en France par rapport à d'autres pays. L'économie, donc des gens qui travaillent en fait, pour faire vivre cette économie, est extrêmement forte. Et ce que produit la politique française des drogues, c'est de criminaliser cette économie, donc de briser un grand nombre de trajectoires en fait, d'enfants qui grandissent dans ces quartiers notamment, et ça alimente le crime organisé. Donc, pour résoudre le problème des drogues, je pense que la solution, alors là vous l'avez trouvé localement, parce que peut-être que vous n'aviez pas d'autre solution, mais la solution, c'est pas de détruire des logements et de se priver en fait, de solutions d'hébergement pour les dizaines de milliers de personnes qui sont en liste d'attente sur le logement social en Île-de-France. C'est de regarder ailleurs. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive maintenant, là, après ces 20 ans de rénovation urbaine fondée sur ce diagnostic, à faire un pas de côté et changer le cadrage en fait, de la problématique des difficultés de ces populations. Alors, il faudrait qu'on s'arrête sur la bonne nouvelle, hein, qui est l'unanimité autour des bienfaits de la mixité scolaire. Vous, Mohamed Niabali, sur l'île Saint-Denis, du coup, vous avez fait des choix très radicaux en la matière. Expliquez-nous. Alors, du coup, nous, à l'île Saint-Denis, on a 3 groupes scolaires et un collège, et les 3 groupes scolaires sont dans des QPV. Exemple très concret, dans le cadre du développement de nouveaux quartiers, on a refusé de créer de nouveaux groupes scolaires. Et on a été plutôt dans une stratégie de se dire non, on va investir massivement dans les groupes scolaires existants, les développer et obliger les nouveaux quartiers à aller dans les écoles des quartiers historiques qui étaient en QPV. Et ça, pour nous, c'est une stratégie de mixité sociale sur la durée
où en gros ça répond à plusieurs sujets. Ça crée une dynamique collective qui oblige les gens à se fréquenter à travers l'école. Moi, je le vois, j'ai 3 enfants de bas âge, les anniversaires et tout, etc. En fait, les parents commencent à se connaître. Je vois sur les stages de 3e où les parents on réseautent, etc. Et ça génère des externalités positives que je trouve intéressantes, à la fois sur l'image que peut renvoyer ces écoles dans nos QPV, mais à la fois sur la dynamique collective. Et par rapport à ce que tu as dit, moi, comment je vois la question de la mixité sociale, pour moi, c'est un outil et pas une finalité. Je considère qu'en vrai, le sujet de la mixité sociale doit nous amener à un sujet qui est comment vivre mieux sur ces territoires. Et donc, du coup, moi, mon sujet, c'est pas les riches ou les pauvres. Exemple, j'ai un message ultra simple à l'île Saint-Denis pour cadrer tout le monde. Je dis, il n'y a pas de riches à l'île Saint-Denis. Quand vous traversez le pont, vos complexes de supériorité, vos complexes d'infériorité, ils restent de l'autre côté du pont. Voilà. Et le cadre que je mets, c'est nos sujets de mixité sociale et nos 85 nationalités. Et il n'y a pas d'hôpital sur l'île, c'est qu'on vient tous d'ailleurs. C'est d'essayer de construire du commun et de construire une commune. Et donc, du coup, je mets la question de la mixité sociale comme un outil parmi tant d'autres pour arriver à ce sujet de cohésion sociale. Parce qu'au bout du bout, moi, ce que je retiendrai des habitants de Marcel Paul, là, qu'on a relogé, c'est mieux habiter, mieux vivre. Leur sujet, c'était ça. Mieux habiter, mieux vivre. Et tu as raison sur un sujet, c'est que pour eux, on a résolu le sujet grâce à l'ANRU en micro, mais ça répond à un sujet, ça répond pas à un sujet plus macro. Mais ce à quoi ça répond à une problématique territoriale très concrète qui permet à des gens de vivre mieux maintenant. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et ça répond à moyen terme à un autre sujet pour nous sur notre territoire. C'est comment, à travers l'ANRU, on arrive à ne plus se retrouver dans des processus de fragilisation liés au fait que si on reste dans ces mécanismes-là, on a des flux qui arrivent et que ça augmente notre écart type et ça peut nous mettre en danger dans nos politiques publiques. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, tu vois où je veux aller. Mais voilà, c'est un enjeu pour moi qui me semble important. Et donc, pour moi, la mixité sociale doit être perçue comme un outil de cohésion sociale et un outil pour faire commune. Pierre Gilbert, justement, je voudrais vous faire réagir à ça tout de suite, parce que la mixité sociale, il y a un risque en fait à faire mixité sociale. C'est ça aussi que vous décrivez. C'est pas si facile que ça de mélanger des populations ex nihilo. Bah non, c'est ce que montre alors depuis longtemps en fait un grand nombre de travaux, dont une enquête célèbre en fait dans les années, au début des années 70, dans un grand ensemble à l'époque, qui montrait que c'est pas parce qu'on met des gens qui ont des profils sociaux variés dans les mêmes immeubles, dans les mêmes ou dans les mêmes quartiers que ça va les rapprocher nécessairement. Il y a une grande variation de situations et il y a tout un ensemble de situations où, au contraire, ça exacerbe en fait les logiques de distanciation sociale, de distinction, etc. Donc il n'y a pas du tout d'effet mécanique de la mixité dans le voisinage. Et moi, ce que je trouve inquiétant en fait dans la manière dont cette rhétorique de la mixité sociale et du ghetto continue d'être utilisée, c'est qu'elle peut être aussi utilisée comme il y a un flou en fait, dans la manière dont on définit les termes, elle peut être utilisée aussi contre le logement social. En Ile-de-France, là, le schéma directeur voté en septembre alors préconise, alors je crois que ça n'a pas vraiment de valeur d'efficacité en fait, sur ce que peuvent faire les communes, mais a été voté en fait, l'idée d'interdire aux communes qui dépassent un plafond de logement social de construire plus de logement social, parce qu'au-delà d'un certain plafond, fixé, alors au doigt mouillé, hein, quelqu'un a levé le doigt, puis s'est dit bon, on va fixer, donc je ne sais plus combien c'est 60%, la situation se dégraderait de façon mécanique. Donc ça repose sur rien en fait d'un point de vue scientifique, mais ça permet en fait de limiter la construction de logements sociaux. Et je pense que c'est pas grave en fait s'il y a des communes qui ont 60, 70 voire plus de logements sociaux, parce qu'en fait c'est beaucoup plus grave d'avoir des gens qui dorment dans la rue, qui vivent en caravane, qui vivent dans des bidonvilles, plutôt que d'avoir une faible mixité sociale. Et donc je pense qu'il faut vraiment revenir sur cette idée préconçue et penser aussi qu'il y a
des flux, des mobilités, qui a un certain nombre d'espaces, comme les grands ensembles, comme les cités, qui se situent plutôt en bas de la hiérarchie résidentielle, mais qui jouent un rôle en fait essentiel dans ces trajectoires résidentielles, dans l'accès au droit au logement, dans des stabilisations pour des personnes qui ont des trajectoires heurtées, et puis dans la possibilité d'aller ailleurs. Mais pour ça, il faut aussi donner les moyens à ces quartiers via des services publics, et c'est là aussi où joue la question scolaire. L'investissement en termes de services publics dans les quartiers populaires est insuffisant. Donc c'est là aussi où le problème de cadrage public de ces questions, il faut arrêter de le penser en termes de peuplement. Il y a des politiques dites prioritaires en termes scolaires. Or, quand on prend en fait l'argent dépensé par élève dans les écoles prioritaires, en fait, il y a moins d'argent dans ces écoles que dans les autres, parce que les profs sont en début de carrière, parce qu'ils sont absents et moins remplacés qu'ailleurs, etc. Donc en fait, on ne se donne pas vraiment les moyens de mettre le paquet en termes de services publics dans ces quartiers. C'est la même chose pour la santé, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à se défaire de cette... je ne dis pas que la mixité sociale, ce n'est pas un objectif qu'on peut avoir en général et à long terme. Mais là, à court terme, l'enjeu, c'est de pouvoir loger tout le monde et de pouvoir rendre possible ces mobilités résidentielles en construisant aussi et en régulant davantage le parc du logement dans d'autres espaces. Vous donnez tous les deux des éléments de réponse à l'une des questions là, qui nous est posée par mail. Quelles sont les échelles pertinentes pour construire la mixité? Peut-on la travailler à l'échelle de l'immeuble? Vous en parliez tout à l'heure. Dans les espaces publics, vous venez de l'évoquer. Et à quelles conditions dans les deux cas? Moi, je voulais réagir à ce que tu as dit. Pour moi, il faut travailler à différentes échelles. À l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du bassin de vie, à l'échelle de la ville, à l'échelle du bassin d'emploi. Il faut travailler sur différentes strates. Ensuite, pour illustrer un peu ce que tu as dit, nous, à l'île Saint-Denis, donc, je vous ai dit une école où on met tout le monde dedans, mais on a fait la même chose sur les espaces publics. J'ai un nouveau trip, c'est un parc ou un square à moins de 5 minutes de chaque habitation. Parce que j'ai compris que c'est une stratégie de mélanger les gens. Les services publics aussi, je les spécialise sur différentes zones, mais je prends un exemple très concret, c'est la planification des commerces. J'ai dit, il y aura une seule boulangerie, elle sera là. Vous allez tous aller là, en QPV. Il y aura une boucherie, elle sera là. Et vous allez tous aller là. Et en fait, je construis les conditions de la mixité à travers les besoins primaires et les usages du quotidien. Et donc, du coup, moi, je suis totalement d'accord sur le fait que ce n'est pas parce qu'on fait de la mixité résidentielle qu'on va réussir à créer du lien et de la cohésion ou réussir la mixité sociale. Et donc, du coup, elle s'organise, c'est une politique des petits pas à travers les politiques publiques du quotidien et la vie du quotidien. Ensuite, un deuxième sujet sur lequel je voulais réagir, la vraie difficulté qu'on a. Moi, je partage totalement sur le fait, et je continue à construire du logement social à l'île Saint-Denis, et on pousse encore ce débat en Seine-Saint-Denis. Moi, ça me renvoie à la question des territoires servants, voilà, qui nous renvoie à... on a souvent été, et on l'est encore un peu, des territoires qui ont servi d'amortisseurs pour le pays, et plus largement pour notre région, où on a accueilli les plus précaires qui, quand ils s'en sortent un peu mieux, s'en vont vers d'autres sphères. Aujourd'hui, on a 2 cycles de parcours. On a des Parisiens qui arrivent chez nous pour s'installer de manière pérenne et on continue à avoir ce processus hystérique. Aujourd'hui, moi, ce que je défends, c'est qu'il faut construire aussi une égalité territoriale sur ces sujets-là. Moi, mon sujet de fond, c'est pas de construire du logement social, j'en construirai, il y a un besoin. Mais c'est que mes voisins aussi en construisent. Et aujourd'hui, l'image du logement social renvoie à une dégradation de la ville, c'est ce que tu explicites, et renvoie à une doctrine qui peut ralentir la construction de logement social dans certaines villes. Et donc, ça crée ce type de tension. Et pour finir, pour moi, l'essentiel, c'est la question de... quelle promesse républicaine et quelle promesse de vivre on donne aux gens. Moi, c'est ça qui me semble être le plus pertinent. Et en fait, ce que j'essaye de poser à l'île Saint-Denis, c'est de ne pas être sur un sujet de classe ou de caste, un peu. Je donne un exemple très concret. J'ai eu un gros débat, 2 grands débats qui étaient assez intéressants. Commerce, une boucherie.
j'ai une boucherie bio-halal. C'est un bon débat sur la question de la mixité sociale. Réunion publique. J'ai les nouveaux habitants qui me disent « Monsieur le maire, on veut une boucherie bio ». J'ai mes quartiers pop qui me disent « Non, on ne veut pas qu'elle soit bio ». De l'autre côté, j'ai mes habitants historiques quartier pop qui me disent « On veut une boucherie halal ». Et j'ai les nouveaux habitants qui disent « On ne veut pas qu'elle soit halal ». Je leur ai dit « Elle va être bio-halal et vous allez tous vous débrouiller ». Et donc, en fait, c'est la question de comment on pose la question de faire commun ensemble à travers la question des commerces. Autre exemple, la mobilité. Ah, j'avais pas vu le truc venir. On développe les pistes cyclables. Très vite, je suis retourné sur un débat vélo bobo, auto populo. Comme ça. Je leur ai dit, ah non, vous n'allez pas me faire ce coup-là. Ah non. Donc, on pose le débat de côté et on se dit très bien, on lance une consultation où on profile selon les quartiers, selon les âges, selon les usages, etc. Et on essaye de construire quelque chose. Et je pose une première règle du jeu, je refuse de rentrer dans un débat de classe ou de mixité sociale autour de l'usage de la ville. Voilà, on va vivre ensemble. Ça, c'est notre prérequis de base. Et maintenant, c'est comment on construit une politique publique qui répond à tout le monde. Ça donne quoi en solution? Je vous donne un exemple. On a lancé de l'autopartage où chez nous, à l'île Saint-Denis, on peut louer une petite Zoé à 2 € l'heure, une petite Kangoo à 3 € l'heure. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai construit un parking de 400 places pour un maire écolo, c'est-à-dire abuse. Je leur dis non, je construis un parking de 400 places parce que je réponds à d'autres réalités. Je me suis rendu compte que mes seniors considéraient la voiture comme un outil de liberté. Et dans mon projet en rue, mon seul point bloquant sur tout le projet global, c'est le stationnement. Où je négocie avec l'amicale de locataires sur le nombre de places à retirer ou non. Et je leur dis, OK, on le fait par étapes, c'est un processus, on prend le temps. Je vous raconte tout ça en vous disant qu'en fait, aujourd'hui, je considère qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la mixité sociale comme outil de division. Alors voilà, justement, Voilà. Ça prolonge les questions du public. Hein. Comment elle est vécue, cette mixité sociale? Vous y avez répondu de manière assez concrète là. Sociologiquement, qu'est-ce qu'on observe de cette mixité ou de cette absence de mixité finalement? Est-ce qu'on n'est pas mieux entre soi, entre gens qui se ressemblent? Est-ce que ce n'est pas une ressource aussi de rester entre soi, en particulier quand on est défavorisé? Là encore, c'est très variable d'un contexte à l'autre et il n'y a pas de règle générale, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, mais effectivement, il y a des ressources de l'entre-soi communautaire, en fonction des origines migratoires ou de l'expérience du racisme, par exemple, qui peut offrir des ressources. En fait, le quartier peut être un espace où on est à l'abri en fait, des formes de discrimination raciale qu'on connaît par ailleurs. Donc ça peut offrir des ressources. Le fait d'avoir aussi un ancrage familial local peut offrir des ressources majeures, par exemple, pour pouvoir bénéficier en fait de l'aide des parents ou des frères et sœurs pour garder les enfants et maintenir des emplois quand on a des emplois avec des horaires atypiques. Donc il peut y avoir des ressources dans la proximité, effectivement. Donc voilà, moi, je voulais peut-être réagir à ce que tu disais aussi, mais c'est une vieille question en fait, cette question de la question du peuplement et de la localisation des grands ensembles de HLM dans la région parisienne notamment, mais aussi dans les autres grandes métropoles. Dès les années 60, 70, une partie des maires de la banlieue rouge s'indignent que ce soit à eux de porter la charge de loger les classes populaires. Ce qui peut à la fois s'entendre et en même temps pose question en fait, dans la manière dont on conçoit en fait, les difficultés de ces populations. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est essayer là encore de changer autant que faire se peut en fait, de cadrage autour de cette question du peuplement et de privilégier en fait, la question du droit au logement et de bonnes conditions de logement dans l'endroit où on est. Et voilà, le fait d'être ensemble dans des espaces où on se retrouve, ça peut offrir des ressources, quoi. Et sur la question des échelles de la mixité, il y a tout un ensemble. Il faut penser à différentes échelles, mais là encore, il y a souvent en fait, des conflits d'usage. Et même si on a envie que les rapports sociaux de classe ou les affiliations ou les assignations raciales n'aient pas d'effet en fait, sur les rapports de cohabitation à l'espace local, elles en ont quand même malgré tout. Et du coup, il y a parfois des formes de cohabitation et d'usage des mêmes équipements, mais il y a parfois des jeux de concurrence, d'appropriation par une partie de la population qui conduit une autre partie de la population à se déporter ailleurs. Et là-dessus,
on n'a pas toujours une prise très forte. Donc, en tout cas, faire de l'ingénierie sociale avec ce raisonnement proportionnel selon lequel on va, avec tel pourcentage de logements sociaux, ici ou là, produire des effets magiques en termes d'insertion sociale, en termes de cohésion sociale, en fait, ça ne fonctionne pas. En tout cas, il n'y a pas d'enquête sociologique qui permette d'étayer cette idée-là. Voilà. En revanche, faire de la redistribution économique, lutter contre les discriminations raciales, par exemple dans l'accès à l'emploi, etc., transformer les politiques policières et des drogues, là on sait que ça va produire, que ça peut produire des effets positifs pour la population des quartiers. Alors, avant de prolonger cette discussion sur peut-être la mixité au niveau de l'agglomération, finalement, est-ce qu'il ne faut pas la voir plus largement, cette mixité? Je me fais le relais d'une nouvelle question du public à Pierre Gilbert sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le ghetto, sur le droit au logement. Opposer mixité sociale et droit au logement, n'est-ce pas alimenter la ségrégation socio-spatiale et la paupérisation des quartiers? En fait, c'est peut-être les opposer, c'est en tout cas les hiérarchiser. Moi, en fait, constatant que la mixité sociale n'est pas forcément un problème, en fait, d'un point de vue résidentiel, pour l'intégration sociale de la population, je préfère en fait que les gens aient un toit sur la tête plutôt qu'on démolisse des logements au nom de la mixité sociale et qu'on aggrave la crise du logement. Donc, c'est les opposer, ou en tout cas, c'est hiérarchiser. Donc, peut-être que continuons d'abord à garantir le droit au logement, mais ça mène peut-être à la dernière question qu'on va avoir, c'est la question de la solidarité à l'échelle des agglomérations et en fait, si on veut faire de la mixité résidentielle, à quel endroit on peut le faire? Parce que pour le coup, les politiques de rénovation urbaine depuis le début du siècle, depuis 2003-2004, n'ont pas modifié radicalement le peuplement des quartiers prioritaires. En fait, ça a limité un peu globalement la paupérisation de ces quartiers. Dans certains quartiers, mais c'est une minorité, ça fait un peu plus de mixité, mais globalement, ça n'a pas changé les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, là où la ségrégation sociale, d'un point de vue de la ségrégation socio-économique de classe, là où elle est la plus forte, c'est pas en bas de l'espace social, c'est en haut. C'est dans les quartiers des élites économiques, donc c'est en gros le pôle économique des classes supérieures, c'est là que la ségrégation, dans les grandes métropoles en tout cas, c'est là qu'elle est la plus forte. C'est là qu'il y a par des ailleurs, ghettos. c'est là qu'elle est la plus forte, et c'est cette ségrégation-là en fait qui produit des effets structurants sur la ségrégation des métropoles, parce que ça tire les prix du foncier, ça a des effets en chaîne en fait. Donc si on veut agir, c'est plutôt dans ces quartiers-là, et puis il y a un grand nombre de quartiers qui sont très mixtes en fait, dans les grandes métropoles, y compris dans la métropole parisienne qui est une des plus ségrégées en France. Il y a aussi tout un ensemble de quartiers qui sont très mélangés en fait. Donc il faut continuer à rendre possible cette diversité dans ces espaces-là. Alors justement, pour poursuivre cette réflexion à une plus grande échelle, est-ce que vous, Monsieur Niabali, vous avez l'impression que la solidarité, déjà à l'échelle de l'agglomération s'opère, et puis au-delà, la solidarité nationale, une des questions évidemment du public, c'est que faire vis-à-vis des communes qui ne respectent pas la loi SRU? Voilà, en tant que maire... Alors, moi je vis sur le territoire de Plaine Commune, c'est très particulier, c'est le territoire qui a le plus d'ANRU en France. Et donc du coup, on a déjà un sujet entre nous, c'est qu'on fait des relogements intervilles, et le sujet de l'île Saint-Denis, c'est le sujet de Plaine Commune, et en fait chaque maire l'appréhende différemment selon ses sensibilités. J'ai vécu un truc qui était intéressant dans le cadre du relogement de Marcel Paul. J'ai lié le relogement de Marcel Paul au village des athlètes de l'île Saint-Denis, en disant hors de question qu'on arrive avec des athlètes du monde entier qui viennent chez nous dans des habitats tout beaux, tout neufs, et qu'on laisse les habitants de Marcel Paul dans la galère. Et donc du coup, j'ai réussi à déverrouiller le périmètre de relogement à l'échelle de l'Île-de-France. Et on a eu des débats qui étaient très intéressants avec des collègues maires d'autres départements c'était assez marrant. Maintenant, je suis connu, et l'île Saint-Denis est connue à l'échelle de l'Île-de-France grâce au relogement de Marcel Paul, où j'ai eu des habitants qui sont allés vivre à la Salle Saint-Cloud, à Rueil-Malmaison, dans d'autres villes, etc. Et ça a été assez intéressant de voir comment ça a été perçu par plusieurs collègues qui étaient « attention, on est en train d'ouvrir une porte, on a créé une brèche ». Sur la question de sortir de notre département et jouer vraiment la solidarité nationale, régionale, territoriale, etc., etc. Donc oui,
on a ce sujet, c'est le sujet dont tu es en train de parler, sur des verrous pour ne pas avoir cette solidarité nationale et ne pas respecter la loi SRU, qui est pour moi un des sujets forts. Et juste le point de nuance que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, moi en vérité je ne pense pas que le sujet de l'ANRU c'est la mixité sociale. Pour moi c'est permettre aux jeunes de mieux vivre. Voilà. Et en fait, tu vois, moi, j'ai eu beaucoup d'allers-retours et de questionnements et de doutes sur le sujet, sur est-ce que je garde du logement social à 500 € le F4 double vue sur Seine, c'est ça Marcel Paul, tu vois, mais que les gens me disent on n'y arrive plus. On n'y arrive plus et que je voyais le truc se paupériser, ou est-ce que je démolis? Et en fait, le sentiment que j'ai eu, c'est de dire... en fait, mon sujet premier, ce n'était pas la mixité sociale. Mon sujet premier, c'est comment je fais en sorte que ma ville, elle permet à chacun de vivre dignement et à vivre bien. C'est un peu comme ça que j'ai porté le sujet. Et je pense que le combat, en fait, il faut le porter plutôt comme ça dans le cadre de l'ANRU. Et pour conclure, ce que je dis souvent, c'est que pour moi, l'ANRU, c'est quand toutes nos politiques publiques de droit commun et spécifiques, comme la politique de la ville, ne sont plus suffisantes. Et que, en fait... je considère qu'aujourd'hui, ma conviction, c'est que grâce à ce projet ANRU et grâce à ce qu'on a fait, on a 300 familles qui vivent mieux qu'il y a 3 ans, 4 ans. Et qu'en réalité, la question de la mixité sociale, elle devient, si tu veux, un nouvel outil d'une vision territoriale à 5 ans, à 10 ans. C'est un peu comme ça que je l'ai intégré. À l'échelle de l'agglomération, il y a des outils normalement pour l'organiser, cette mixité sociale. Ils existent, ils sont soulignés. Bon, il y a la loi SRU, c'est pas le seul. Ça fonctionne bien, c'est utile. Alors, c'est pas simple, mais en fait, la loi SRU a produit des effets. Donc, effectivement, il y a des communes qui résistent. Mais en fait, et certaines qui sont données en exemple dans les médias, etc. Mais il y en a plus tant que ça, en fait, qui ne construisent pas. Donc, en fait, il y a une enquête d'ailleurs très belle de Fabien Desage dans la métropole lilloise qui montre comment les communes les plus riches, en fait, à un moment donné, se sont trouvées tellement isolées, en fait, dans la communauté d'agglo qu'elles ont été obligées d'accepter, mais elles ont fait en sorte, en fait, d'avoir la plus grande maîtrise sur les attributions, de sorte à réserver, en fait, les logements à la clientèle locale. Et de sorte, surtout, à ne pas accueillir les ménages précaires, racisés, qui venaient de Roubaix et de Tourcoing. Donc, en fait, voilà, on sait que à l'échelle des agglomérations, le parc de logement social, il est hiérarchisé. Il y a des discriminations aussi, comme il y en a dans le privé, mais il y a aussi des logiques de discrimination dans le logement social. Et donc, ça produit pas d'effet magique. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est quand même dans un contexte où il y a des freins importants qui sont liés au désengagement de l'État dans le soutien au logement social, avec un rythme de construction qui est historiquement très faible, alors qu'on a des besoins énormes, et il y a besoin de construire partout. Donc je pense que c'est important ici, plutôt que peu importe l'endroit où les logements sociaux sont construits, en fait, il faut en construire partout. Il faut en construire partout, y compris dans les communes les plus riches, parce que c'est la garantie du droit au logement. Un point que je n'ai pas évoqué, c'est on parle de ségrégation raciale, de ségrégation de classe. Il y a aussi la question du handicap. Il y a en fait une surreprésentation des personnes en situation de handicap dans les cités HLM. Parce que le logement social offre des niveaux de loyer bas. Souvent, alors pour ceux qui sont en PMR, mais c'est une minorité des populations handicapées, il y a la question de l'accessibilité. C'est important d'avoir ces logements pour ces populations qui en fait pourraient pas se loger ailleurs. Donc ici, je pense que c'est important de défendre de façon générale en fait le logement social, qui est un bien commun et qui permet de garantir ce droit. Et j'insiste vraiment là-dessus. Et voilà, je pense qu'on a un petit point de désaccord quand même. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de démolir. En fait, on peut réhabiliter, et on le fait en fait partout. On peut réhabiliter. Il n'y a pas de, ou alors c'est très rare, de logements ou d'immeubles qui sont obsolètes d'un point de vue technique. C'est une catastrophe environnementale par ailleurs, donc il faut arrêter de démolir et il faut continuer à construire du logement social partout et améliorer les conditions de logement pour tous. Merci, on s'approche vraiment de la fin, mais je voulais vous faire rebondir tout de même sur ce que disait Renaud Epstein ce matin en séance plénière. Pour lui, il disait la mixité sociale, là il faut abandonner, il y a d'autres urgences, on peut l'effacer des objectifs de l'ANRU. Est-ce que vous partagez cette radicalité-là? On a bien vu que dans votre expression, il y a des choses que vous voulez garder et d'autres que vous voulez laisser. Une petite conclusion rapide.
Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, la priorité numéro 1 de notre pays, c'est de faire nation. C'est de faire nation, reposer la question des biens communs, de l'intérêt général et de faire commune pour pouvoir faire prospérer le pays. Donc je pense que j'aurais plutôt une stratégie inverse, qui est d'investir massivement dans le lien et la cohésion pour pouvoir répondre aux différentes crises qu'on va vivre dans les décennies à venir. Et c'est un peu toute la philosophie qu'on porte actuellement à l'île Saint-Denis. Moi, je parle de faire commun, faire commune, faire nation, qui nous permettra de résister en créant une société de liens face à une société de biens. Merci. Pierre Gilbert? Oui, donc tout simplement, pour conclure, je pense qu'il faut, je l'ai dit, arrêter de démolir et puis continuer à offrir de bonnes conditions de logement à tous et partout, et changer de cadrage. Il y a tout un ensemble de problèmes qui sont bien identifiés pour la population des quartiers populaires, qui sont liés aux transformations de l'État social et de la protection sociale, à la question du désengagement de l'État de ce point de vue-là, à la question de la police et de la drogue, qui est un vrai problème en fait, et qui ôte des vies en fait, à de nombreux jeunes. En fait, la réforme du refus d'obtempérer de 2017 a multiplié par 5 le nombre de morts lors de contrôles routiers. Et à chaque fois, ce sont des jeunes, quasiment à chaque fois, ce sont des jeunes racisés des quartiers. Et à chaque fois qu'il y a des vidéos, on voit qu'en fait, il n'y avait pas de danger pour les agents de police. Donc on a aussi quand même une conception de la population de ces quartiers comme finalement responsable de son sort et comme des personnes dont finalement la vie est moins importante que d'autres. Donc je pense que ça doit être prioritaire sur cette pensée proportionnelle du peuplement qui ne repose pas sur des fondements sociologiques solides. Merci, vraiment merci à tous les deux pour cette discussion très intéressante et très concrète.